Rebonjour à tous, peut-être des nouveaux qui nous rejoignent pour cet atelier sur les nouveaux épiciers. Merci à mes intervenants qui sont arrivés, que je vois. Alors, normalement, on se retrouvait après au Café des Possibles à Valence. Eh bien, on prend le café, chacun dans son coin au bureau. Je me représente rapidement pour ceux qui arrivent en cours. Donc, je suis Sylvie de Calvez, fondatrice et directrice du magazine Village. D'ailleurs, à l'origine, un magazine Village devait être mis à tous les participants en cadeau. Bon, c'est raté, effectivement, parce que ça, par le numérique, c'est compliqué de vous mettre un magazine papier. Mais n'hésitez pas à nous découvrir sur notre site internet et puis à vous abonner. C'est avec plaisir qu'on est partenaire de cet événement aux côtés de la VIS, Village Vivant et le RTES. Merci donc à tous. Il y a déjà des questions de la part des participants, à certains d'entre vous. Donc, on va essayer d'y répondre en un temps record parce qu'à chaque fois, les tables rondes, les séquences durent 50 minutes, ce qui finalement, quand on est en numérique, est pas mal parce qu'au-delà, l'attention est difficile aussi pour tout le monde. Nouveaux épiciers, c'est curieux, ça, c'est-à-dire qu'on est passé des épiceries traditionnelles de village qui ont fermé les unes après les autres, où certains faisaient 70 heures par semaine pour mettre en rayon, aller chercher les marchandises, etc. À aujourd'hui, on réinvente l'épicerie du village sous de nouvelles formes parfois. Parfois avec les habitants, on l'a traité d'ailleurs dans un de nos derniers dossiers, qui investissent, qui mettent de l'argent pour leur épicerie, et puis des nouvelles formes où on fait des services associés aussi, un peu le multiservice, mais même très élargi, avec pourquoi pas un accès au numérique, un point poste, l'ostéopathe qui vient faire des consultations, enfin des choses un peu très différentes en fonction des besoins d'un endroit à l'autre. Alors comment ça marche? C'est quoi les difficultés encore aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est quoi les conditions de réussite aussi? Et qui peut accompagner ces nouvelles épiceries? Ce sera les principales questions de cette séquence. Je vais vous présenter nos invités. Arthur Jarreau, auberge de Boffre en Ardèche, presque 700 âmes à l'auberge. Bonjour. Ça marche le micro? Bonjour. Bonjour, voilà, ça y est, je vous entends bien, c'est parfait. Sylviane Barcé, comptoir de campagne, c'est une SAS ESUS, donc directement d'utilité sociale. Vous étiez d'ailleurs avant ingénieur en informatique, donc rien à voir, et vous avez monté ce réseau d'épiceries qui s'appelle les comptoirs de campagne, qui compte une trentaine de salariés, quand même, c'est pas rien. Merci d'être là, bonjour. Bonjour. Et puis enfin, Ronan Callard, accompagnateur au GRAP. Le GRAP, c'est Groupement Régional Alimentaire de Proximité. Vous accompagnez tout ce qui est développement des filières alimentaires et agricoles de proximité, notamment, essentiellement, j'allais dire uniquement autour de Lyon, à 150 km autour de Lyon maximum. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci. Donc, il y avait déjà une question pour dire le GRAP, ils sont surbookés, est-ce qu'ils prendraient encore des nouveaux projets accompagnés? Ce sera une question que je vous laisse en réserve parce qu'elle est apparue tout à l'heure sur l'écran à laquelle vous pourrez répondre. Mais tout d'abord, je vais commencer par l'Ardèche avec Arthur. Je pense en pleine activité en ce moment, puisque vous transformez avec d'autres copains, copines, je ne sais pas, 5-6 personnes, en tout cas un grand bâtiment que vous avez acquis au milieu du village, avec l'aide d'ailleurs de Village Vivant, et puis le Grenade. Le Grenade, c'est aussi une structure d'accompagnement, un peu comme le GRAP, donc c'est aussi une structure qui vous a beaucoup aidé pour ouvrir un lieu un peu fou, où il y a plein d'activités, des restaurants avec four à bois, épicerie, relais poste, espace de travail partagé, location de salle. Vous deviez ouvrir en octobre. Alors moi, je ne vous ai pas eu depuis quelques jours, quelques semaines, même maintenant, quand on a préparé cette séquence. Vous en êtes tous. Vous êtes tous un peu trentenaires. Vous faites un peu partie de ce qu'on pourrait appeler des néos qui arrivent dans le village. Comment on fait pour prendre sa place, pour travailler avec le reste de la population et pour réussir l'ouverture d'un lieu comme ça? Alors, donc bonjour tout le monde. Donc nous, on est en effet arrivé en Ardèche il y a maintenant 2 ans. Revenu pour certains, on a quand même une personne dans l'équipe qui est originaire du coin. Et ensuite, on est tous arrivés de la ville, donc de Lyon, qui est un peu notre point commun. Et ensuite, mais tous originaires en fait de milieux ruraux de notre enfance. Donc après de Normandie, de Touraine, du Maroc et autres régions mâconnaises. Donc du coup, on vient d'un petit peu partout. Ce projet, il a pris, enfin et voilà, il est né il y a 2 ans
Moi, je ne faisais pas encore partie de l'équipe. Alors, c'est vrai on nous dit souvent qu'on est une bande de copains. Alors après, on ne se connaissait pas avant d'arriver là. C'est vraiment justement ce réseau Grenade qui nous a construit. C'est donc des personnes qui ont repéré le lieu il y a maintenant 2 ans, fin 2018, et qui était donc un couple qui ont tout de suite discuté avec le Grenade parce que quand ils ont vu l'ampleur du lieu, 800 mètres carrés, c'est-à-dire c'était une auberge qui a 100 ans et qui était dans un état assez catastrophique. Ils se sont tout de suite rapprochés du projet Grenade, du groupement Grenade, donc le groupement alternatif d'entreprises alternatives en développement, qui est en fait un réseau qui est né entre deux structures à la base, le court-circuit et le Biéristan à Lyon, et qui ont décidé de mutualiser en fait des services, de garder des liens entre eux, parce qu'il y avait déjà des liens humains entre les personnes, parce que ce sont des gens du court-circuit qui sont allés monter le Biéristan, et ensuite ce sont, pour caricaturer, un peu des gens du Biéristan qui sont venus à Bof. Donc, parce que nous, on a beaucoup de liens avec cette structure. Donc, les gens du Grenade ont tout de suite dit que ça pouvait être intéressant, parce que le Grenade a une activité de formation, mais du coup également, comme vous disiez, une activité de conseil en fait et d'accompagnement. Et donc, nous, on a bénéficié, donc financé par les structures existantes, par leur contribution à ce réseau, en fait, d'un accompagnement sur le montage du projet. Donc, sur toute la partie en fait de l'exploitation du projet, de comment monter financièrement le lieu, de la compétence métier, de la partie restauration et des recherches de financement. Mais par contre, il y avait tout l'autre volet qui est non négligeable, qui est la partie immobilier, parce que c'était un bâtiment qui n'était pas très cher à l'achat, mais par contre qui était très cher à la rénovation. Donc, c'est par des connexions entre personnes qu'on a été mis en lien avec Village Vivant. Et c'est avec donc l'Union régionale des SCOP, le Grenade et Village Vivant, on a petit à petit construit en fait cet accompagnement pour essayer de voir ce qui était possible de faire, qu'on pouvait mettre en place, et ensuite financièrement comment est-ce que tout le monde finançait ça. Je vous passerai les détails parce qu'on Oui, va. bah, de toute façon, on n'aura pas le temps, hein. Moi, Voilà. ce qui Mais est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Village Vivant a pris son rôle du coup de propriétaire et a vraiment pris toute cette partie immobilière, achat, rénovation de l'ensemble du lieu. Et le Grenade nous a accompagnés pour monter donc une épicerie, une agence postale, un bar, un restaurant, un espace de coworking et des salles, une salle pour le moment à louer, un petit peu polyvalent. tout ça dans un village de 700 habitants. Alors, vous deviez ouvrir en octobre. En plus, la crise sanitaire, j'imagine, actuelle, ne doit pas vraiment vous aider, mais je vous dis, on ne s'est pas recontacté dans ces dernières heures. Comment ça va se passer? Comment déjà vous avez travaillé ces différents services? Pourquoi vous avez fait un inventaire, vous êtes allé voir les habitants pour dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous voudriez, vous avez fait une enquête, comment vous avez procédé pour choisir ces activités-là, ou est-ce que c'était par goût personnel, en disant moi je sais faire de la cuisine, je vais faire de la cuisine, toi tu aimes bien le service, tu vas faire ça, ou est-ce que vraiment vous avez fait une grosse enquête auprès de la population, été rencontré des élus, etc. Et puis, où vous en êtes aujourd'hui? Et vous attendez 5 équivalents temps plein, peut-être 10 un jour, c'était dans vos ambitions. On en est où? Alors, nous, on devait ouvrir en mars, et puis après, on devait ouvrir en mai, puis après, on devait ouvrir en juin, puis en juillet, puis en août, puis en fait, c'était certainement septembre, puis novembre. C'est la joie aussi des chantiers qui durent 2 ans et qui ont une douzaine d'entreprises qui travaillent sur place. Je dis ça parce que s'il y a des gens qui veulent porter des projets, on sait toujours que les chantiers, ça dure plus longtemps que prévu, mais écoutez, ça se confirme avec nous. En tout cas, le moral ne baisse pas. On a donc les différentes activités. Ça s'est monté en fait à la base, c'était déjà un bar-restaurant. Les gens qui ont monté ça, c'était une architecte à la base qui n'est plus dans le projet maintenant, mais c'était une architecte et un cuisinier en fait qui ont trouvé le lieu. Donc ensuite, ils ont ramené des gens qui étaient serveurs et cuisiniers. Donc c'est vrai que le projet était beaucoup autour de la restauration. Et l'idée, c'était en fait
d'avoir une épicerie parce qu'on voit que dans énormément de structures qui se montent maintenant, une épicerie et un restaurant, c'est très communicant. C'est-à-dire que le restaurant, c'est un endroit où en fait, on peut vendre des produits transformés au restaurant et le restaurant transforme les produits vendus à l'épicerie. Donc en fait, on a des allers-retours qui sont en termes de coûts, de déchets, d'interactions qui sont assez intéressants. Et ça s'est monté au fur et à mesure. Ensuite, on a la partie agence postale qui est arrivée assez vite, où on a été contacté parce qu'il n'y avait plus de service postal dans le village. Et c'est vrai que c'est un village qui, là, connaît un regain, c'est-à-dire que les HLM là, se remplissent en ce moment, que c'est difficile de trouver des maisons en location, que les maisons en vente commencent à se vendre, que l'immobilier a pris 20% là, en un an dans le village. Donc, c'est assez important ce qui est en train de se passer. Il y a un autre lieu, un oasis, hein, qui est des colibris, qui est né aussi, qui sont des paysans boulangers. Donc, il y a une émulation dans le coin. Il y a un espace de coworking dans le village d'à côté qui est complet. Il refuse du monde. Donc, c'est vrai qu'on nous a un petit peu incité à utiliser nos mètres carrés pour ça. Et on installe un petit espace de coworking dans un premier temps, parce qu'on ne veut pas trop prendre de risques. Donc, on va avoir 4 ou 5 postes. Mais c'est vrai qu'on a déjà des gens qui commencent à nous contacter qui sont intéressés. Et après, une salle de séminaire, parce qu'on a une activité de formation qui est importante au sein du Grenade et qui cherche des lieux. Et toutes les structures partenaires, quand on va à l'URSCOP, il y a toujours des gens, des séminaires à la campagne, génial. Et enfin, je terminerai juste sur le bar et le restaurant, qui sont un petit peu notre cœur de métier à la base. Et là, actuellement, dans l'équipe, donc on est 5. On a trois cuisiniers, dont deux formations depuis tout le temps, donc ils ne sont pas en reconversion, et un qui sort de cuisine étoilée. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, et on a cette volonté de réadapter notre style culinaire, qui s'est un peu forgé dans le réseau, à une cuisine au feu de bois, donc une structure, une ressource qui est très locale ici. Donc, Oui. donc voilà. Après, en termes d'équivalent temps plein, de nombre de créations de postes, on sera 5 pour l'ouverture. On va commencer avec des salaires assez bas, enfin, au minimum, quoi. Mais de toute façon, ce qu'on s'aperçoit, c'est que monter une épicerie, en fait, c'est comme si on montait une épicerie tout seul, un bar tout seul, un resto tout seul, une agence postale tout seul et un coworking tout seul. En fait, on est 5, il y a 5. Donc, c'est vrai que dans Merci. le village, ça paraît énorme de faire 5 équivalents temps plein, mais nous, quand on commence là à faire des plannings, on s'aperçoit que c'est rien. Merci. Donc, Merci. voilà. On va pas être longtemps, ça passe très vite, 50 Ouais. minutes hein, pour 3. Juste, il y a 2 questions qui sont tombées, donc je vous l'ai dit, mais merci de répondre rapidement. Est-ce que vous avez dû rénover le bâtiment pour pouvoir recevoir du public avec les difficultés liées à cet agrément pour pouvoir accueillir du public? Et puis, sous quel statut avez-vous démarré tout au début, quand vous avez commencé? Est-ce que vous étiez en association? Alors nous, on a directement commencé sous forme de scope. J'ai pas du tout parlé d'un mot, c'est que nous fonctionnons en autogestion. En fait, l'ensemble des entreprises du Grenade sont des scopes en autogestion. Donc en fait, c'est un peu une formule que nous, on applique sur nos structures. Ensuite, je devance la question, mais en gros, les structures Grenade se créent à partir de gens qui ont déjà travaillé 1 an ou plus dans le Grenade. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut monter son entreprise en bénéficiant de l'accompagnement du Grenade, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui ait travaillé dans le Grenade pendant 1 an. Ensuite, nous, on a rénové le bâtiment avec Malika, qui était associée, qui est architecte, qui est toujours architecte, qui travaille, donc a un contrat avec Village Vivant et puis avec nous. Pour faire simple, en gros, on a rénové, on a gardé les 4 murs extérieurs qui font 12 mètres de haut et le toit. Et l'ensemble de l'intérieur a été repris, notamment toutes les structures, pour justement correspondre aux normes que le SDIS nous a imposées. Et surtout, pour faire ça dans les règles, on a fait intervenir des ingénieurs structures qui ont analysé la structure. Et donc, on a dû refaire notamment les planchers qui n'étaient pas en mesure d'accueillir les poids en fait, de nos activités. Merci. Donc, ça a été des travaux assez pharaoniques. Merci de nous préciser ça, parce qu'effectivement, c'est un gros projet. Sylviane Barcé, hein, vous êtes, je le disais, la fondatrice de Comptoir de campagne. C'est une drôle d'idée hein, de se lancer dans
ces épiceries de village quand on a été en plus ingénieur en informatique. Et puis c'est ambitieux hein, parce que c'est un réseau, c'est pas une épicerie mais un réseau d'épiceries qui travaillent sous forme un peu de grappes, c'est-à-dire que parce qu'elles sont dans un même territoire, pas trop loin les unes des autres, ça permet de pouvoir bénéficier de produits qu'on peut acheter aux producteurs de façon plus conséquente. Hein, donc, ça permet de faire fonctionner le système et vous fonctionnez avec des salariés hein, au sein de comptoirs de campagne pour l'instant. Ça va peut-être changer. Alors, l'idée, c'est plutôt des bons produits, des produits locaux, un rayon de dépannage et puis le plus possible de services associés en fonction des besoins du village. Ça peut être, je sais pas, assurance, coiffeur, ostéopathe, je ne sais quoi. Racontez-nous, au-delà de ce que je viens de dire, pourquoi avoir fait ça et comment ça fonctionne aujourd'hui, quelles sont les difficultés, le challenge à relever quand on veut monter comme ça une épicerie qui est de proximité, où on en voit tout l'intérêt, et surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, que je ne vais pas redire. Pourquoi cette idée? C'était suite d'ailleurs à un marathon d'innovation hein, que vous avez lancé ça. Et comment ça va aujourd'hui et quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez dans un pari pareil? Alors effectivement, c'est suite à un marathon d'innovation organisé par WAOOP, qui est une structure qui crée des sociétés sur Lyon, où mon associée Virginie Hills, qui est présidente de comptoir de campagne, qui animait cette table-là, s'est retrouvée avec, on va dire, des bonnes idées qui ont émergé. Le sujet, c'était les villages semeurs, comment redynamiser les villages. Et les idées ont permis à Virginie de créer comptoir de campagne. Et moi, je l'ai rejoint quelques mois après la création. Alors, l'objectif et l'objet de comptoir de campagne, c'est la revitalisation des bourgs ruraux. C'est-à-dire qu'après l'exode rural, et bien, petit à petit, on voit aujourd'hui que les villages se repeuplent. Et Arthur l'a dit tout à l'heure, c'est le cas pour son village. Mais c'est vrai de partout et principalement sur les villages qui sont périurbains. Et tous les commerces ont disparu de ces communes. Donc, les populations et les municipalités souhaitent redonner vie aux villages. Et nous, notre objet, c'est vraiment de ramener du service de proximité. Donc, ça rentre dans nos valeurs de permettre aux gens d'avoir tout sur place, de ne pas se déplacer et aussi de pouvoir créer du lien social et de permettre aux nouveaux habitants des zones rurales, nouveaux ruraux, de pouvoir rencontrer les gens de racine qui vivent ici depuis très longtemps, les ruraux de racine. Et la demande des communes qu'on a rencontrées dès le départ, ça a été ça. Ça a été de dire, eh bien, on veut des services et on veut pouvoir avoir un lieu de rencontre et un lieu de lien social. Donc, on rejoint aussi ce que disait Raphaël tout à l'heure, et Raphaël aussi sur les gilets jaunes, et on rentre complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a une étude qui a été faite qui dit que, eh bien, il y a une insatisfaction des habitants. Moins il y a de commerce, plus le lien social est faible et plus il y a de l'insatisfaction. Et plus ça génère de l'envie d'avoir à nouveau ces liens entre les habitants. Donc, on a créé Comptoir de campagne en se donnant comme objectif de monter des commerces qui soient pérennes dans le temps et viables. Et pour ça, on a travaillé beaucoup sur comment mutualiser les charges, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un boulanger tout seul dans une petite commune, un boucher tout seul, un bar-tabac, voire une agence bancaire ou une agence d'assurance, ça a plus suffisamment de marché pour pouvoir vivre tout seul. Donc, on a décidé de regrouper tout ça sous un même toit et de devenir un multiservice, mais un multiservice moderne qui répond aux besoins des habitants. On a 3 offres principales. Une offre d'épicerie approvisionnée majoritairement en circuit court. 95% de nos produits sont approvisionnés sur le territoire où on est installé. Le reste, ce sont des produits de dépannage, tout ce qu'on ne va pas trouver sur le territoire. Ensuite, ce sont des services. Alors, comme vous le disiez, Sylvie, on retrouve des services basiques comme le gaz, relais colis, les services de la poste, la Française des Jeux quand on nous le demande. Mais on fait de la petite conciergerie aussi, c'est-à-dire qu'on prend le linge de nos habitants et puis on va travailler avec le pressing le plus proche. Même chose sur de la cordonnerie, sur des retouches de couture, sur des fleurs aussi, travailler avec un fleuriste le plus proche. Mais on a poussé ça plus loin à la demande de communes où on est déjà installé.
Et on a créé une pièce attenante à nos commerces, une pièce qui est autonome et qui permet d'accueillir, si ce n'est pas déjà proposé dans le village, eh bien un jour une coiffeuse, le lendemain une esthéticienne, ensuite un ostéopathe. Et là, on est en train de travailler avec des banques et des assurances pour aussi avoir un conseiller bancaire et un agent d'assurance dans cette salle Service Plus. Donc, la deuxième offre, c'est des services très larges. Et la dernière offre, c'est de la petite restauration et c'est le lieu de convivialité et de lien social. Parfois, on fait bar. C'est l'endroit où on crée des animations aussi. Et on permet aux habitants de pouvoir venir parler de ce qui les passionne. On organise des rencontres avec nos producteurs et on crée ainsi un endroit vivant dans le village puisque pour la plupart de nos 11 comptoirs déjà existants, on est dans des communes où il y a pratiquement plus de commerce. Alors, est-ce que ce sont les communes qui viennent vous trouver? C'est vous qui les démarchez? Ce sont des porteurs de projets, sachant que ce sont des salariés aujourd'hui qui sont dans ces comptoirs de campagne, donc j'imagine que ce n'est pas le cas. Comment vous procédez pour ouvrir une nouvelle épicerie? Vous avez un appel d'une commune, vous dites bah oui, on y va, on ouvre. Il faut que vous ayez un ensemble dans le même secteur d'épicerie à ouvrir pour justement faciliter l'approvisionnement. Comment vous procédez? C'est une question que nous pose aussi Maïté parmi les participants. C'est un petit peu tout ça à la fois. Alors déjà, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de candidater sur notre site internet, donc comptoirdecampagne.fr, dans la rubrique « Ouvrir un comptoir », dans lequel on va vous demander de renseigner des éléments qui vont nous permettre de pouvoir cerner le projet. Donc, on a effectivement des communes qui candidatent, on a des porteurs de projets qui viennent nous voir aussi en nous disant bah, « Aidez-nous, on voudrait créer une épicerie, mais on ne sait pas comment s'y prendre ». On a des habitants qui nous disent « Comptoir de campagne, on vous veut dans notre village » et des collectivités, des communautés de communes qui souhaitent développer le commerce sur leur territoire. Aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Donc, c'est effectivement, aujourd'hui, majoritairement, ce sont des candidatures qui viennent à nous. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est aussi organisé en grappes, avec 2 PE, pas comme le grappe de Renan. Et sur un même territoire, du coup, on regroupe 5 à 6 magasins, 5 à 6 comptoirs qui tous bénéficient d'une même logistique d'approvisionnement. Travailler avec des producteurs locaux nous a amené à repenser une organisation commune pour plusieurs magasins permettant aux comptoirs de pouvoir disposer d'une diversité de produits et d'une logistique de livraison et d'approvisionnement qui permet de gagner du temps et de faciliter la vie des clients. Alors aujourd'hui, vous avez fait le choix de travailler avec des salariés, pas des gérants. Pour quelles raisons? Et est-ce que ça peut changer? Est-ce que vous dites finalement, il peut y avoir un engagement, on a des contacts avec des porteurs de projets qui souhaiteraient, eux, être plutôt à leur compte? Comment vous réfléchissez à cette question aujourd'hui? Alors, effectivement, on a choisi de démarrer avec des salariés pour la bonne raison qu'on avait besoin, et on a encore besoin un peu, de valider notre concept et de valider la pérennité de notre concept. Mais on est en train de créer une franchise sociale qui va permettre à des porteurs de projets indépendants de pouvoir rejoindre nos réseaux de comptoirs de campagne et de pouvoir ainsi bénéficier de notre expérience sur les 4 années passées et de nos 11 magasins déjà existants. Ça nous permettra de les accompagner dans leur installation, dans leur mise en place. On a un outil informatique maintenant qui fonctionne, on a des process d'approvisionnement qui sont aussi éprouvés. Et puis, on crée un réseau local de commerçants, ce qui leur permet de pouvoir partager entre eux sur leurs réussites, leurs échecs, leurs difficultés. C'est aussi quelque chose qu'on a noté quand on a fait notre tour de piste avant de lancer Comptoir de campagne. Quand on a rencontré des épiciers et des boulangers dans des communes rurales, la solitude a été un problème qui est remonté et la difficulté de ces commerçants à pouvoir se développer et se moderniser. Donc, c'est aussi ça qu'on souhaite apporter aux porteurs de projets indépendants. Donc, aujourd'hui, combien de magasins, combien de salariés dans Comptoir de campagne? Aujourd'hui, on est installé en Auvergne-Rhône-Alpes. On a 3 grappes existantes, une dans la Loire, une dans le Rhône, Saône-et-Loire et une dans l'Isère, Savoie. On a 11 magasins, comme je l'ai dit. Dans chaque magasin, il y a 2 commerçants qui tiennent le commerce, ce qui nous permet d'avoir des amplitudes horaires qui correspondent aux attentes de nos clients. Et ensuite, on a donc un acheteur sur chaque grappe, pour chacune des grappes, et une équipe centrale, une équipe support
où on retrouve les expertises qui sont nécessaires pour pouvoir développer l'activité commerciale. C'est quoi la principale difficulté? Ce sera en gros ma dernière question, puis comment vous essayez de la lever? Je pense qu'il y a une difficulté, vous me disiez quand on préparait cette séquence, d'approvisionnement, de trouver suffisamment de volume de production par des producteurs locaux, et ça c'est une des difficultés? Alors, ça dépend des territoires. Dans l'Isère ou dans la Loire, on a pléthore de production locale, donc c'est facile de s'approvisionner. Dans d'autres territoires, comme par exemple le Beaujolais ou le Mâconnais, c'est un petit peu plus difficile puisque la terre est essentiellement dédiée à la vigne et on a un peu plus de difficultés pour trouver du maraîchage et des éleveurs. Mais c'est une difficulté qu'on arrive à pallier justement avec notre organisation en grappe, en positionnant certains comptoirs de la grappe sur des territoires qui sont plus producteurs. La difficulté, elle est de trouver des projets qui correspondent à notre modèle économique et de trouver des communes qui sont, on va dire, dans un état de réflexion et dans un souhait de développer ce qu'on peut nous proposer, qui soit en phase avec nous. Donc, on a, comme beaucoup, subi la crise à la fois du Covid, alors avec les élections municipales en début d'année et puis ensuite le Covid, qui fait que cette année, il y a eu peu de nouveaux projets qui sont arrivés, mais heureusement, depuis septembre, les projets reviennent, les discussions reviennent avec les collectivités et les communes, et j'espère que très bientôt, on aura de nouvelles ouvertures pour comptoirs de campagne. D'accord, il y a pas mal d'autres questions. Alors, je pense que on ne pourra pas répondre à tout, hein. J'ai essayé d'en prendre quelques-unes en passant, mais je pense que vous reprendrez contact avec certains des porteurs de projets qui sont ici dans cette salle. De campagne, toutes les coordonnées, de toute façon, vous seront remises. Alors, j'en profite pour dire que toutes ces conférences sont enregistrées. Vous aurez des liens ensuite. Par contre, si vous voyez des liens passer dans le chat, ça c'est pour les participants, copiez-les, notez parce qu'on ne pourra pas vous faire parvenir toutes les questions qui arrivent et avec parfois les réponses en direct dans ce qu'on vous enverra après. C'est ce que me signale la technique. Donc ça, essayez de garder les liens. Et par contre, évidemment, le contact avec les intervenants et les vidéos seront disponibles après cette séquence en direct. Merci. Donc, Ronan Cala, vous êtes accompagnateur au GRAP, mais là, c'est le GRAP, G-R-A-P, et non pas les grappes autour de l'approvisionnement des épiceries dont on vient de parler, donc le groupement régional alimentaire de proximité. Je ne sais pas si vous avez vraiment votre équivalent, parce que dans d'autres régions, parce que là, on a des participants de toute la France, mais en tout cas, il y a peut-être des structures un petit peu similaires ailleurs, je ne sais pas. Vous êtes accompagnateur d'activités, un peu comme Grenade, hein, de façon différente, mais dont parlait tout à l'heure Arthur en Ardèche. Il faut vraiment se renseigner. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement et souvent on ne les connaît pas ou pas bien. Donc vous êtes implanté, vous, sur Savoie, Isère, Haute-Savoie. Créé début 2013, hein, le GRAP, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec pour but de renforcer la filière alimentaire et agricole en matière de distribution et de commercialisation. Travailler avec des restaurants, avec des boulangeries et bien sûr avec des épiceries, qui est notre sujet du jour. Vous faites plusieurs services, hein, fiches de paie, comptabilité, logiciel de gestion, formation, accompagnement. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une place pour créer de nouvelles épiceries et comment et de quel type dans les villages? Quels sont les facteurs de réussite pour ce challenge, de dire ça y est, je réouvre ou je fais reprendre l'épicerie de mon village? Si on devait résumer, moi c'est un peu ce que j'attends de vous, l'ensemble des conditions de réussite. Qu'est-ce qu'il faut noter en disant si je réussis tout ça, j'ai quand même des chances que ça marche? Bonjour. Nous, on travaille avec essentiellement, en fait, quand on a monté ce projet-là, c'était une volonté de travailler avec des projets collectifs. Beaucoup de coopératives d'activité jusque-là travaillaient avec des porteurs de projets individuels et font réseau et les mettent ensemble pour que chacun trouve moins de solitude dans l'entrepreneuriat. Et nous, donc, c'était à la fois cette volonté-là et à la fois que chaque projet soit un projet collectif. Alors, tous ne le sont pas. Et en fait, oui, c'est un critère vraiment important, c'est-à-dire tant économique au départ pour nous, tant sur la pérennité des projets qu'on instaure, que d'avoir un groupe de porteurs de projets sur chacune des épiceries, des restaurants, des boulangeries. Sur les activités de transformation, de chocolaterie, c'est un peu moins le cas. C'est beaucoup des artisans individuels, mais sur les activités d'épicerie, c'est essentiel. En fait, sur une épicerie, comme le disait Sylviane,
il faut à minima 2 personnes pour pouvoir tenir des horaires d'ouverture suffisamment larges sur n'importe quel type de territoire d'ailleurs. Voilà. Sur les autres conditions de réussite, parce que quand on préparait, vous m'avez dit plein de choses que j'ai trouvées remarquables, parce que vous avez une bonne analyse maintenant de ce qui marche. Vous parliez par exemple de la signalétique. On n'y pense pas, mais finalement, c'est un ingrédient, la signalétique, pour faire réussir une épicerie au cœur d'un village. Bah, du coup, oui, par rapport au début de la matinée, sur la table ronde à 10 heures, effectivement, sur l'enjeu avec les élus, les collectivités, il y a un gros enjeu pour moi autour de la communication. Essentiellement, les commerces de proximité fonctionnent grâce au bouche à oreille, surtout en milieu rural. Alors, en ville, il y a tous les réseaux sociaux et ça marche aussi à la campagne, mais le premier, pour nous, le point essentiel pour faire connaître le commerce, c'est que le client qui vient va en parler à 3 personnes s'il a aimé et sûrement à 15 personnes s'il n'a pas aimé. Donc, c'est d'avoir une belle offre dès le départ. 2, c'est que les personnes découvrent ce lieu-là et pour ça, on a souvent quand même encore des problématiques de signalétique qui sont liées souvent à un besoin d'éviter la publicité dans les villages, de dénaturer l'environnement, etc., ce qui est très juste. Et en même temps, ce qui rend difficile parfois la connaissance d'un nouveau lieu, d'un lieu de l'ESS par exemple, c'est un autre enjeu encore. Et après, il y en a plein d'autres. Le loyer est un élément essentiel. Pareil, encore une fois, alors il y a l'ensemble des propriétaires privés. Donc là, accéder à ces réseaux-là et à discuter de prix, de montant des loyers qui permettent d'ouvrir une activité dans un territoire rural, souvent en perte d'activité économique, c'est très compliqué. Mais au moins, parce que ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est que sur un village qui est en baisse d'activité économique, avec pas mal de commerces qui ferment, souvent, les derniers commerces qui ferment ne sont pas forcément des commerces anciens, mais parfois des commerces qui ont presque 6 mois. Un restaurant, 6 mois, le porteur de projet arrive, peut-être souvent sans être vraiment accompagné, mais 80 000 € pour rénover et faire une belle salle. Et puis au bout de 6 mois, se rend compte que ça ne marche pas et donc tente de revendre et de récupérer un maximum l'argent qu'il a investi. Et du coup, presque le montant du fonds de commerce entre l'achat 6 mois avant et la vente 6 mois après a augmenté alors que l'activité économique. Donc on a des fonds de commerce dont le montant augmente et dont presque, alors que l'activité économique baisse et qu'ouvrir une activité dans ce milieu-là est plus dur qu'avant. Et du coup, la seule façon qu'on a presque, c'est de laisser l'entrepreneur actuel fermer porte et puis reprendre un bail de zéro sans avoir acheté de fonds de commerce. Et ça, c'est quand même assez difficile. Donc il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un vrai bon contrat, c'est ce que j'allais vous dire, entre la collectivité pour être raisonnable et soit faire un loyer progressif ou en tout cas faire un prix abordable pour que l'activité ait le temps de s'installer dans le village, qu'effectivement le bouche à oreille se mette à fonctionner. Sinon, c'est challenge impossible, quoi. Tout à fait. Et donc là, moi, je parlais des propriétaires privés. Par contre, pour donc l'enjeu des élus, pour moi, oui, acquérir du foncier commercial et ouvrir. En fait, les collectivités, je connais mal en fait les modes de financement des collectivités, mais il me semble qu'elles ont quand même des durées d'emprunt rallongées et des formats de financement particuliers qui permettent d'avoir des loyers plus modérés et qui aussi ont un pouvoir sur le choix des commerces qui ouvrent et aussi avoir une réflexion sur la concurrence ou à l'inverse la coopération des commerces dans les villages. Nous, on a un exemple ici à Entre-deux-Guiers, les Échelles, là, en Savoie-Isère, c'est un village sur les 2 villages sur le Guiers, sur la frontière, et où en fait il n'y avait plus de restaurants.
Et là, on a ouvert d'un coup 4 restaurants en moins d'1 an. Et en fait, tous marchent. Et selon moi, tous marchent mieux que si qu'un seul d'entre eux avait ouvert. C'est-à-dire que le fait d'avoir 4 restaurants dans ce petit village crée un attrait pour un territoire beaucoup plus grand. Et du coup, finalement, ouvrir un restaurant, pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir dans un endroit où il y a déjà des restaurants économiquement, plutôt que d'ouvrir dans un endroit reculé. Alors, la restauration, c'est très, très particulier. Ça dépend énormément de la qualité de la cuisine et du coup, on peut aller chercher au fin fond de la forêt un excellent restaurant qui marchera très bien. Mais voilà. Ronan, si vous pouviez mettre votre micro un peu plus devant la bouche parce qu'on est obligé de forcer le volume de son. Voilà, parce qu'effectivement, on ne vous entend pas toujours super fort. En tout cas, il faut prêter l'oreille, mais ça va. Hein. Est-ce que ça va mieux comme ça? Bah là, c'est carrément presque. Il va falloir régler dans l'autre sens. Merci. Hein. J'ai beaucoup de questions pour comptoir de campagne en même temps qui arrivent sur l'écran sur ma droite. Là. Notamment, est-ce que c'est national ou pas, comptoir de campagne? Est-ce que vous comptez vous développer ailleurs dans d'autres régions? Comment faire quand on est ailleurs? Et est-ce que les frais d'ingénierie pour monter un nouveau réseau et une nouvelle grappe vous sont financés ou est-ce que c'est en totale autonomie, Sylviane? J'en profite pour vous faire une aparté. On m'a dit de vous redonner la parole 2 minutes pour ces quelques questions, notamment, mais il y en aurait d'autres. Donc, on se développe d'abord en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans les régions qui sont voisines. On a des travaux en ce moment d'études qui sont en cours sur Bourgogne-Franche-Comté, sur tout le sud dijonnais entre Beaune et Dijon, et également en Île-de-France avec les parcs naturels d'Île-de-France. J'ai des contacts en Normandie aussi, mais notre volonté, notre souhait pour le moment, c'est d'accélérer notre développement, on va dire, en maillage autour de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment on fonctionne? J'ai vu une question aussi sur les locaux. Majoritairement, et j'en ai pas parlé, majoritairement, on est installé dans des locaux qui appartiennent à la commune, qu'on loue, et pour lesquels on met en place un bail commercial. La commune participe en faisant les travaux de grosses œuvres pour que le local soit adapté à notre souhait. Et c'est nous ensuite qui équipons le local avec tout ce qui est nécessaire en termes de matériel pour pouvoir développer toutes les offres qu'on propose dans un comptoir. La grappe, c'est nous qui prenons en charge l'organisation de la grappe, qui salarions l'acheteur approvisionneur logisticien qui va avoir la responsabilité de trouver des produits, de négocier avec des producteurs et ensuite de prendre les besoins de chacun des comptoirs, de passer les commandes et de faire en sorte que chaque comptoir reçoive sa livraison. Donc il y a une partie logistique. On n'a pas de dépôt, ce n'est pas une centrale d'achat. Les producteurs livrent directement dans le magasin qui est le plus proche de chez eux et qui les arrange par rapport à leur circuit de livraison. Merci pour les réponses à nos internautes. Ronan, je reviens vers vous pour cette question logistique de l'approvisionnement. C'est une vraie question, ça, pour les épiceries. Vous avez mis en place un système original qui s'appelle Colibri, qui n'a rien à voir avec les autres colibris, pour ceux qui sont dans les réseaux alternatifs, mais vous avez appelé ça Colibri, qui est une sorte de camion qui permet de mutualiser la distribution entre commerçants. Vous nous en dites un mot? Oui, c'est Colibri avec un V. C'est un V, je croyais que c'était un B, excusez-moi. Du coup, oui, c'est un service. En fait, c'est simplement, on a souhaité, en fait, nous, donc c'est que des commerces et des activités de transformation en bio, mais avec un enjeu d'atteindre un maximum d'approvisionnement en local et en circuit court. Donc, local géographiquement et en circuit court, direct producteur, direct artisan. En fait, c'est assez compliqué pour une épicerie aujourd'hui par rapport à une franchise habituelle de la grande distribution, par exemple, mais même des magasins bio spécialisés où on va avoir des plateformes d'achat et où du coup, les commerçants vont simplement, essentiellement avoir accès via leur logiciel de gestion à tout un panel d'offres et donc vont cliquer, commander. Et avec un système de logistique ultra performant, centralisé, etc. Nous, l'objectif, il est quand même d'avoir un maximum de production locale et du coup, ça implique un maximum de fournisseurs. Et donc, on travaille plutôt, chaque petite épicerie qui fait 60-65 mètres carrés, travaille plutôt avec une centaine de fournisseurs.
ou plus. Et ça, en termes de gestion, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, il y a énormément de différences. Il y en a, c'est par coup de téléphone, donc d'autres, il faut aller chercher les produits, d'autres, ça se fait par mail, d'autres, ça se fait par compte commande. Les bons de livraison, les facturations, tout ça, c'est différent selon tous. Et donc, c'est assez difficile, une fois qu'on a ouvert une épicerie, que d'aller en chercher des nouveaux. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que la logistique d'une épicerie, c'est énorme. C'est-à-dire, une épicerie a pour vocation à nourrir un territoire et elle fait toute la logistique d'approvisionnement en nourriture de ce territoire-là. Et donc, en fait, pour pouvoir améliorer les pratiques, on a lancé ce Colibri qui, lui, en fait, c'est un système, on l'appelle la décentrale d'achat. On est en train de travailler sur ce programme-là. C'est-à-dire que chaque épicerie va mettre à disposition des producteurs qui sont capables de fournir peut-être un peu plus que cette épicerie-là, et donc va mettre à disposition les produits de cette ferme ou de cet artisan à l'ensemble des autres activités du GRAP. Et du coup, Colibri, c'est simplement 2 camions qui tournent d'activité en activité et qui du coup prennent d'épicerie en épicerie. D'épicerie en épicerie, mais aussi restaurant, boulangerie, voilà. Et du coup, qui à chaque fois dépose des produits et en reprend, et dépose et en reprend. Et ce qui fait que, bon, alors c'est assez compliqué en termes de gestion logistique, et du coup, un logisticien est venu nous accompagner récemment et nous a dit oulala, oulala. Mais par contre, ce qu'il a retrouvé remarquable, c'est le fait que ce camion est tout le temps plein. À l'inverse d'une centrale où en fait les camions arrivent pleins, repartent vides, ou arrivent vides et repartent pleins. Là, on est sur quelque chose d'optimisation de l'utilisation des transports et qui du coup permet d'avoir un deuxième niveau de circuit de produits locaux où en fait des produits qu'on ne trouve pas en Savoie, on va pouvoir peut-être les trouver en Haute-Loire, et du coup à 150 km, on a un deuxième rayon de produits qu'on peut acheter en direct à des producteurs ou des artisans via ce système. Merci, le temps file. 2 petites questions, genre, je les prends un peu, je les dire au hasard, hein, mais il y en a tellement qui arrivent. Hein, vraiment, les porteurs de projets reprendront contact avec vous par la suite. Mais est-ce que vous accompagnez au GRAP aussi des structures d'insertion par l'activité économique? Est-ce que vous avez ça? Non, on n'est pas, ça ne s'est pas présenté et on n'est pas compétent en la matière. Mais après, si par contre les porteurs de projets sont compétents en la matière et que la compétence qu'ils ont besoin, c'est davantage sur l'économie, la gestion d'une entreprise et le monde de l'alimentation, ça pourrait être tout à fait envisageable. Alors, il y a aussi, est-ce que le GRAP intervient uniquement auprès de porteurs de projets ou auprès de structures déjà existantes? Je gère une conciergerie en Haute-Savoie et je serais intéressée pour faire le lien avec votre structure. Bien sûr, activité existante ou en création, peu importe. Peu importe, d'accord. Il y en a vraiment beaucoup, mais je vois Colibri ou dans votre cas Colivri. Hein, c'est moi qui induis des participants en erreur maintenant. Voilà, donc c'est bien Colivri, C-O-L-I-V-R-I pour livraison, j'imagine. Oui, c'est Colivri, c'est C-O-O-L-I-V-R-I. En D'accord. fait, c'est juste qu'au départ, c'était un projet que nous, on a poussé, mais on a cherché des porteurs de projets. Donc, c'était vraiment un projet parmi les autres au sein de GRAP. Et maintenant, c'est devenu davantage un service qu'on rend. Mais on a gardé le nom. Alors, vous me disiez aussi quand on préparait cette séquence, attention à la localisation des activités, de bien rester centre du village. Dès qu'un maire autorise l'ouverture d'une boulangerie industrielle en périphérie, par exemple, ça y est, en gros, c'est presque perdu, quoi, hein. Donc, un point de vigilance là-dessus? Ouais, il y a beaucoup. Enfin, là, on est quand même dans une incertitude sur l'avenir et la crise actuelle nous incite à être de plus en plus vigilants. On est extrêmement vigilants en centre-ville où on a pas mal de difficultés suite au Covid, à la Covid. Par contre, sur le monde rural, ça marche plutôt bien. On a quand même une peur, c'est en fait, il y a souvent un double discours. J'aurais tellement aimé qu'il y ait ce forum pour en parler à tout le monde. Il y a souvent un double discours chez les élus aussi. C'est à la fois ils ont envie, et c'est vrai, et je pense que c'est sincère de redynamiser les centres-villages, et à la fois, sûrement pour des logiques économiques, ils rouvrent, ils étendent, ils artificialisent aussi des terres agricoles autour des villages pour créer des zones artisanales commerciales. Et en fait,
finalement, ces zones-là, elles sont assez difficiles d'accès même pour des porteurs de projets locaux parce que finalement, les montants, même si les loyers peuvent être pas si chers, les montants sont à la construction. Et du coup, on n'est pas du tout sur des montants que les porteurs de projets que nous, on suit, sont capables d'avoir, surtout pour monter derrière un projet qui a une vocation commerciale sur un petit village. Donc, c'est essentiellement des chaînes qui peuvent venir s'installer sur ces zones-là parce qu'elles ont la capacité d'investir, elles ont la capacité de même perdre de l'argent sur un projet qu'elles montent à cet endroit-là, elles ont la capacité même, ou des fois la volonté de perdre de l'argent pour éradiquer les concurrents locaux. Donc ça, c'est extrêmement compliqué pour nous et ça fait un petit peu peur sur l'avenir avec notamment l'arrivée de la grande distribution dans le monde du bio. Voilà. Mais après, nous, c'est essentiellement les porteurs de projets qui ont très envie d'être en centre-village et c'est parce que c'est un commerce de proximité. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on vient d'Angrappe et donc c'est vraiment créer ce lien entre les habitants. Merci Sylviane et Arthur. Là, il nous reste 5 minutes en réaction, peut-être quelques conseils à la fois aux élus, aux porteurs de projets, aux agents de développement qui nous écoutent, qui vous suivent là sur cette séquence, quelques points clés qu'il faudrait retenir, quelques points d'attention, quelques points de vigilance, quelques clés de succès, ce que vous voulez. Arthur et Sylviane, Arthur d'abord et puis je terminerai par Sylviane. Alors, nous, c'est vrai que moi, je rejoins vraiment ce que dit Ronan sur la question du collectif. Je pense que nous, on fonctionne de façon très collective et on est vraiment sur des montages de projets qui sont peut-être complexes à monter, mais je pense que c'est un petit peu la clé de la réussite. C'est ensemble, on va plus loin. Et donc, c'est vrai que les réseaux comme le Grappe, comme le Grenade, comme Comptoir de campagne, je pense que c'est une bonne manière d'essayer déjà de mettre son énergie dans la création en fait, d'un lieu qui est déjà énorme et en fait la tenue du lieu qui est aussi énorme. Donc je pense qu'on a besoin de compétences et quand on voit l'installation des nouveaux lieux, c'est aussi quelque chose de spécial. Et il faut connaître la loi, il faut connaître l'architecture, il faut connaître le commerce. Et donc c'est vrai que si on peut être accompagné, moi je trouve ça très bien. La question de l'immobilier, en tout cas nous on l'expérimente avec Village Vivant, c'est sûr que ça fait du débat et puis c'est du conseil. Et nous on a nos loyers progressifs qui nous permettent aussi de ne pas être trop inquiets, en tout cas pour le démarrage. Ensuite, pareil sur la question de l'éloignement, la question de la concurrence, de différentes structures. Nous, on le voit, il y a un bar-restaurant, bar-tabac, restaurant qui est dans le village. Et on est ravis. Et là, il va être repris par des quarantenaires. Et on est vraiment ravis. Ils sont à 200 mètres de nous. Tout le monde dit, oh là là, la concurrence. Mais non, en fait, les gens vont venir dans ce village et ils sauront que s'ils n'ont pas de place dans l'un, ils iront dans l'autre et inversement. Et en fait, c'est aussi ça qui ramène du monde. Et enfin, voilà, moi, tous les gens qui viennent ici, voilà, je vais finir là-dessus, c'est peut-être un petit peu poétique, mais en tout cas, les gens, on a beaucoup de citadins qui sont autour de nous et qui nous disent, mais alors, vous êtes à Boffre, mais en fait, vous êtes loin de tout. Et du coup, c'est vrai que nous, on a tendance à leur dire, mais non, en fait, on est près de tout. C'est-à-dire qu'en vrai, on est près des rivières, on est près des producteurs, on est près du fromage de chèvre, on est près du blé qui pousse. Et oui, c'est sûr que de temps en temps, on prend la voiture pour aller visiter un musée ou voir les copains à Lyon. Mais en vrai, on s'est rapproché d'énormément de choses en venant, en tout cas, à la campagne. Merci de cette phrase, optimiste pour la suite et cette envie de ruralité ou de campagne. Sylviane, un mot pour clore aussi cette séquence sur les nouveaux épiciers, une idée forte, un message clé que vous voulez faire passer, une demande. Le message que je ferais passer, parce qu'on l'a expérimenté, c'est que oui, on réussit très bien à redonner vie au cœur des villages, à faire émerger des nouvelles idées. Plusieurs communes, plusieurs maires, après notre installation, nous ont dit depuis que vous êtes là, le village revit. Et c'est vrai, puisque c'est dans des endroits comme les nôtres, mais que ce soit des restaurants ou des épiceries, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Arthur et Ronan. Ce sont des endroits qui permettent aux gens, aux habitants de pouvoir se retrouver.
C'est aussi pour nous le moment de pouvoir faire en sorte que les gens consomment différemment, que nos clients consomment différemment. Et c'est vraiment important pour nous de mettre en avant la qualité des produits du territoire et la qualité de la production des producteurs et des fournisseurs avec lesquels on travaille. Et de faire en sorte que un pot de confiture, une salade, 1 kilo de tomates, ce ne soit pas des produits banals, mais ce soit des produits qui ont été produits par Sébastien, par Guillaume, que nos clients ont rencontrés lors de rencontres au sein du comptoir. Donc le premier message, c'est ça, c'est que tout le monde, que ce soit les communes, mais aussi les habitants, tout le monde est responsable de redynamiser son village. Nous, on est juste une solution et un accompagnement pour permettre que ça puisse se mettre en œuvre. Mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un collectif d'habitants mobilisés pour recréer un commerce dans son village. Il n'y a rien de mieux pour nous que ces situations-là. Donc, j'invite les communes et les élus à écouter leurs habitants et à faire en sorte qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour que leur village se redynamise et revive. Et nous, on est là pour les accompagner. Merci Sylviane. Arthur disait tout à l'heure, on va ouvrir avec 4-5 postes un espèce de coworking. Donc moi, à Village Magazine, on me dit souvent faut arrêter les termes anglais. Donc un espace de travail partagé. Enfin bon, maintenant c'est un peu passé dans le vocabulaire parce que celui d'à côté du village était plein. Il y a une question qui est quel est ce village où l'espèce de coworking en campagne était plein. Donc je vous la pose et ça permet une transition habile parce qu'il est juste l'heure, mais on a même une minute de retard pour annoncer la prochaine séquence qui va être sur les tiers-lieux. Je trouve que la transition était adaptée. Donc, c'est quoi l'espace de coworking qui est plein près de chez vous? Alors, donc, c'est l'espace Attila qui accueille une quatorzaine d'entreprises environ. Et donc, il y a des groupements d'architectes à l'intérieur. Enfin, il y a pas mal de monde. Et c'est un village de 2000 habitants qui est un peu la grande ville du coin. Et c'est vrai que là-bas, on voit aussi fleurir énormément de choses, notamment des Lyonnais là, qui ont monté un restaurant. Et par exemple, on doit aller y manger ce midi et on a eu péniblement une table pour pouvoir y manger. Donc, voilà, il y a du monde et les gens sont présents dans les structures. Merci beaucoup à tous les trois pour cette séquence sur les nouveaux épiciers. Je pense que beaucoup de participants reprendront contact avec vous, verront aussi s'il y a des structures un peu similaires ailleurs et puis sinon ancreront à leur tour pour faire vivre les commerces au centre des villages ou des petites villes. Merci beaucoup pour cette séquence et votre participation active. Merci aux participants aussi. Merci. Je pense que la prochaine séquence va s'afficher à la technique avec l'espace tiers-lieu. Voilà, ça va arriver d'une minute à l'autre sur vos écrans. À tout à l'heure, donc dans 5-6 minutes.